Bonjour à tous, on se retrouve pour cette petite séance afin de terminer le chapitre par compétence sur l'intégrale de Riemann. Donc on avait dans la séance précédente présenté l'égalité de Taylor avec reste intégral et ici nous étudions son corollaire classique qui s'intitule l'inégalité de Taylor-Lagrange puisqu'elle a été prouvée par Lagrange bien après Taylor. Donc voilà comment s'intitule s'énonce cette inégalité. C'est un corollaire, donc elle a exactement les mêmes hypothèses que Taylor avec reste intégral, soit n un antinaturel, soit f une fonction de classe Cn plus 1 sur un intervalle i à valeur dans R, et soit un réel petit a de l'intervalle i. Alors, pour tout x de i, donc ça c'est fondamental, vous allez voir dans la suite pourquoi c'est important, et bien pour tout x dans i, on a une propriété locale, mais sur un segment, hein, sur tout i, qui permet d'affirmer que l'écart en valeur absolue, donc l'écart absolu entre la variation absolue entre f de x et la partie régulière de son développement limité en a à l'ordre n, est majoré par grand M fois ce quotient-là, x-1 en valeur absolue puissance n plus 1 sur factoriel n plus 1. Et grand M, c'est la borne supérieure de la dérivée n plus unième de f en t, le tout en valeur absolue. Et tout ça, lorsque t évolue entre a et x, je vous rappelle que cette notation, plutôt que de noter celle-là, notez la notation usuelle, t appartient à intervalle ouvert ax ou intervalle ouvert xa. On avait déjà cité cette inégalité, mais la réécrire une deuxième fois, c'est toujours utile, ça permet de raffermir la mémoire. Donc, je rappelle qu'elle est beaucoup plus facile à démontrer, à retenir que l'égalité de Taylor avec reste intégral, puisqu'ici le reste intégral était un petit peu alambiqué, inhomogène en puissance, alors qu'ici, on marquait tout est, entre guillemets, à la puissance n plus 1. Je vous rappelle qu'ici, ce n'est pas une puissance, hein, c'est une dérivée. Hein. Ok, donc si jamais la dérivée n plus unième n'est pas bornée au voisinage de a, eh bien, on majeure par l'infini. Alors, on ne s'embête pas, par convention, on n'a pas mis dans les hypothèses hein, que la dérivée n plus unième était bornée, au prix, éventuellement, d'une majoration inutile, par l'infini. Donc, c'est exactement ce qu'on avait fait pour l'inégalité des accroissements finis. Et donc, en fait, Taylor-Lagrange, si vous regardez bien, c'est exactement l'IAF généralisé. L'IAF généralisé, c'est Taylor-Lagrange pour n égale 0. Donc, c'est Taylor-Lagrange à l'ordre 0. Ok, alors l'application essentielle de ça, c'est l'étude des fonctions analytiques. Donc, on y va. L'application essentielle, c'est trouver un voisinage de A sur lequel le reste intégral tend vers 0. Un petit truc, je n'ai pas démontré l'inégalité de Taylor-Lagrange. Hein. Je n'ai pas le temps de le faire avec vous à distance, mais ça se démontre très simplement pour faire ça et que juste majorer ça. Vous majorez ce machin-là, vous majorez la dérivée n plus unième par son sup, vous appliquez l'inégalité triangulaire, vous majorez la dérivée n plus unième par son sup, vous sortez la fonction de l'intégrale, vous calculez la nouvelle intégrale et vous concluez. Ok? Donc je ne fais pas la démonstration. Donc, l'application essentielle, c'est d'essayer de voir si la différence entre f et la partie régulière de son développement limité à l'ordre n en A tend vers 0 lorsque n tend vers l'infini. Et si oui, pour quelle valeur de x? Donc en général, on sait que bon, quand x vaut a, c'est vrai. Parce que quand x vaut a, vous voyez qu'ici, là, ça fait rigoureusement 0. Quand x vaut a, de toute façon, hein, regardez, calculer cette soustraction, elle est nulle. Donc que f de x vaille cette partie régulière en a, ça c'est évident. Mais la question, c'est est-ce que c'est vrai autour? Est-ce qu'on peut s'éloigner de a? Voilà, c'est Taylor-Lagrange qui permet de démontrer cette assertion. Donc la question est, dans quel voisinage de a a-t-on que le reste intégral tend vers 0? Et dans ce cas-là, on aura donc que f de x vaut la limite lorsque n tend vers plus l'infini de ce terme-là.
D'accord? Donc, on avait déjà discuté de ça sur Desmos, rappelez-vous, on va pouvoir regarder ça encore ensemble. On va se poser la question de l'application de cette technique-là pour l'exponentielle. Vous, après, bah, tout seul, vous ferez le cosinus. Et après, nous, on regardera aussi ensemble cette fonction-ci. Donc, c'est parti. Exercice, exemple 10. Montrer que eh bien, la fonction exponentielle, eh bien, elle s'identifie à la limite, c'est quand n tend à plus infini de cette somme-là, et ce, pour tout x dans R. Autrement dit, on va démontrer que le voisinage qu'on cherchait, c'était R. Donc, pour la preuve de l'exemple numéro 10, vous avez mis sur pause si vous vouliez chercher. Voici la réponse. Donc, je vous laisse mettre sur pause à nouveau. On a mis donc ici en bas à droite un max pour traiter à la fois les cas où x négatif et x positif. Et on remarque que par contre, comparer le terme majorant tend vers 0 à x fixé lorsque n tend vers l'infini. Donc, on a démontré ce qu'on souhaitait. La fonction exponentielle est qualifiée de fonction analytique. C'est-à-dire qu'on avait déjà remarqué ça la dernière fois, mais je peux le réenregistrer avec vous si vous le souhaitez. Si vous voulez représenter, donc si vous voulez représenter la fonction exponentielle sur, sur R et ensuite sur le même graphique la partie régulière de son développement limité à l'ordre ici 10, eh bien vous allez voir que, donc c'est un n ici, vous allez voir que les courbes se superposent lorsque la puissance de, lorsque l'ordre du développement limité augmente. Donc ici je prends n égale 10, je prends n égale 11. Donc si je représente par exemple dessous le graphique pour n égale 15 ou 14, vous allez voir qu'il y a un petit gain. Vous voyez le gain? À chaque fois, on rogne un petit peu de ce côté-là. Eh bien, en fait, on va rogner jusqu'à l'infini. Mais évidemment, pour avoir une approximation propre au moins 10, il faut prendre un ordre très grand. Donc, Taylor ne vous dit pas la qualité de l'approximation. Elle vous dit simplement que la vitesse de convergence de la différence vers 0, elle est quand même assez rapide, cette vitesse, hein, parce que la vitesse de convergence de l'abstraction, elle est en grand taux de ce terme-là. Et ce terme-là, le problème, c'est que certes, il tend vers 0, mais pas très vite lorsque x est strictement plus petit que moins 1. Parce que lorsque x vaut 10, par exemple, vous avez suite géométrique de raison 10 divisé par une factorielle. Ça tend vers 0, mais pas très vite. Donc c'est la raison pour laquelle ici, vous avez une approximation qui n'est pas très bonne lorsque x tend vers moins l'infini. Mais Taylor vous montre que pour n suffisamment grand, on a quand même une approximation, on a quand même une limite nulle. Ok. Alors, maintenant, la question qu'on se pose, c'est puisque ça marche pour l'exponentielle, est-ce que ça marche pour les autres développements limités? Eh bien, pour le cos et pour le sin, ça sera à faire un exercice, ça marche. Par contre, pour le dernier exemple que je vous ai mis dans la feuille de cours, eh bien, ça ne marche pas. Exemple numéro 11. On vous demande de démontrer que pour tout x entre moins 1 et 1 ouvert, alors 1 sur 1 plus x est bien la limite de la partie régulière de son développement limité. Mais attention, entre moins 1 et 1. Donc, comme nous remarquons, ce que nous allons démontrer, c'est qu'on a bien l'égalité entre les deux fonctions pour tout x, mais uniquement entre moins 1 et 1. Autrement dit, le voisinage qu'on cherche, que j'ai appelé grand V précédemment, eh bien ici c'est moins 1, alors que tout à l'heure c'était R. Donc, ce qui advenait à la fonction exponentielle, et qui était très spécifique aux fonctions exponentielles, n'est pas valable ici. Et on peut s'en convaincre par une représentation graphique. Regardez, je vais représenter ici sur Desmos pour n égale 5 ce qui se produit. Vous avez en vert la fonction 1 sur 1 plus x. Vous avez en rouge le développement limité. Qu'est-ce que vous remarquez? Vous remarquez que donc ici, au voisinage de 0, donc si je zoome, on voit qu'il y a une approximation qui est valable. Mais vous voyez que ici, il y a une séparation qui semble inéluctable. Et elle est forcément inéluctable pour la raison que ici, votre fonction, elle tend vers 0, alors que votre polynôme, en plus infini,
Il ne peut pas tendre vers 0. Ça n'existe pas un polynôme qui tend vers 0 à l'infini. Donc en fait, le problème, c'est que même quand je vais augmenter n, donc si par exemple je mets 10 ici, eh bien on gagne, regardez. Alors à gauche, on gagne magnifiquement, vous voyez, ici, on a une bonne approximation. Et regardez ici, on perd quoi qu'il en soit. En fait, il s'avère que dès qu'on dépasse le 1, ça a l'air mauvais. Alors si j'augmente encore, vous allez voir, on se rapproche de 1. Regardez, hop. On se rapproche de 1, comme vous allez vous en rendre compte après sa réflexion, s'il y parvient. Voilà, vous voyez. Mais au-delà de 1, en fait, on n'aura jamais une bonne approximation. Bon, je ne parle même pas d'x négatif, hein, parce qu'il y a une discontinuité au milieu. OK. Donc, le voisinage qu'on cherche, en fait, c'est moins 1. Alors, de manière générale, et là, on est en train d'aborder des choses très très fines que vous rencontrerez l'année prochaine. Regardez, quand vous, on va le démontrer tout de suite, hein, mais j'en parle tout de suite. Regardez ce qui se passe. Le majorant que vous avez ici par Taylor-Lagrange, c'est toujours, donc si on prend a égale 0, c'est toujours x en valeur absolue puissance n plus 1 sur une factorielle. Lorsque x est compris entre moins 1 et 1, le x puissance n plus 1, il tend vers 0. Moins 1 ouvert. Hein. Autrement dit, votre majorant ici, c'est 1 sup fois 0 sur l'infini. Donc en fait, vous avez quelque chose qui tend très très vite vers 0 ici. Hein. Ce quotient là, il tend très très vite vers 0. Grand M exclu. Si jamais la dérivée n plus unième, elle est bornée, ce qui est souvent le cas, eh bien vous avez un truc borné fois un truc qui tend vers 0, et donc vous avez votre approximation qui est vraie. Donc souvent, vous le verrez l'année prochaine pour les séries entières, le rayon de convergence, il est supérieur ou égal à 1. Rayon de convergence, c'est-à-dire ce qu'on appelle le rayon de convergence, c'est la plus grande valeur, grand R, sur laquelle on puisse avoir l'approximation en question, vraie, entre moins R et R, fermé. Donc le segment sur lequel ça marche, très souvent, c'est moins 1, 1 ouvert. En moins 1 et en 1, on ne sait pas trop ce qui se passe. Et au-delà, souvent, ça diverge. La raison, c'est que vous avez ici un majorant en géométrique, un majorant géométrique divisé par une factorielle. C'est parti. Exemple numéro 11, je vous laisse appliquer tranquillement l'inégalité de Taylor-Lagrange à la nouvelle fonction. Voilà, donc correction de l'exercice en question. Donc plus délicat, puisque les dérivées successives de 1 sur 1 plus x sont plus délicates à obtenir. Donc on introduit la fonction f qui a x associé 1 sur 1 plus x, qui est de classe n plus 1 sur moins 1 plus l'infini. Donc prenez toujours l'intervalle le plus grand possible qui contienne 0, sachant qu'on applique la plupart du temps Taylor en 0. Comme la discussion qu'on a eue en correction, c'est qu'on n'a pas le droit de prendre les éléments entre moins l'infini et moins 1. À défaut de quoi, on ne peut pas appliquer Taylor-Lagrange, qui ne s'applique que sur un intervalle. Donc, d'après l'inégalité Taylor-Lagrange, voilà l'inégalité qu'on a. Le x, il est quelconque entre moins 1 et plus l'infini. Ici, on calcule la dérivée km de 1 sur 1 plus x par cette technique classique. On fait une petite récurrence immédiate descendante. Et on passe aux valeurs absolues en remplaçant x par t, n'oubliez pas, puisque c'est la dérivée, puisque t va bouger ici entre 0 et x ou x et 0. Maintenant, on fait deux cas, suivant que x est positif ou x est négatif. Dans le premier cas, si x il est positif, par quoi vous majorez votre dérivée n plus unième? Voilà. Donc pour terminer l'exercice, donc pour la majoration de la dérivée n plus unième, premier cas, si x est positif, alors on majore 1 sur 1 plus t puissance n plus 2 par la valeur atteinte lorsque t est minimal, puisqu'il est au dénominateur. Et dans le deuxième cas, si x est négatif, eh bien c'est l'inverse. On prend la situation où le t en valeur absolue est une valeur maximale. On a donc cette double majoration que j'injecte dans l'inégalité de Taylor-Lagrange, et on remarque que les factoriels n plus 1 se simplifient. Alors, conclusion maintenant. On est d'accord que là, pour l'instant, on est toujours sur moins 1 plus l'infini. Pourquoi on est contraint maintenant de travailler sur moins 1 pour conclure? Parce que si x est supérieur à 1, oui. Ça tend vers plus l'infini quand n tend vers plus l'infini. Tout à fait. Et sinon? Ça tend vers 0. Oui, parce que ce terme tend vers 0, ce terme tend vers 1, et celui-là, d'ailleurs, on n'a pas dit.
vers 1 aussi. Eh oui, vers 1. Alors, vers 1, ça dépend quand même. C'est-à-dire que vers 1, si x est négatif, Oui, c'est mais le cas. s'il y a ce terme-là, c'est que c'est négatif. Tout à fait. Donc, quoi qu'il en soit, on se retrouve avec un maximum qui est ici, qui tend vers 1, lorsque n tend vers plus l'infini. Et lui, il tend vers 0 quand n tend vers plus l'infini, mais si et seulement si x est entre moins 1 et 1. Et ça y est, on comprend maintenant à la fin pourquoi notre moins 1 plus l'infini de Taylor-Lagrange, il devient moins 1. Sans quoi la suite géométrique à droite, là, ne tend plus vers 0. Et donc, on ne peut plus conclure. Donc, en fait, on ne démontre pas, Taylor-Lagrange ne démontre pas que l'inégalité, que la limite est fausse au-delà de 1. Elle ne le démontre pas. On démontre juste que le majorant qu'on a obtenu, si x est plus grand que 1, il tend vers l'infini. Mais peut-être que c'est un majorant qui n'est pas assez précis. Peut-être qu'il y a une autre inégalité meilleure que Taylor-Lagrange qui permet d'avoir un majorant ici qui tendrait quand même vers 0, même lorsque x est strictement plus grand que 1. Eh bien, ce n'est pas le cas. Mais on ne le démontre pas ici. On démontre uniquement qu'entre moins 1 et 1, ça marche. Voilà, exercice très classique et très, très intéressant que je vous encourage de refaire. Vous aurez pratiquement le même à faire dans le dernier exercice de la planche en travaillant avec le logarithme népérien. Je vous propose pour terminer la séance qu'on parle de l'exercice numéro 11, donc d'application de l'inégalité de Taylor-Lagrange dans un cadre historique très connu. Voilà, on s'intéresse à cette somme, la somme de k égale 1 à n, de moins 1 puissance k moins 1 sur k. Autrement dit, l'opposé de la somme de k égale 1 à n, de moins 1 puissance k sur k. Cette somme, elle s'appelle somme harmonique alternée, ou série harmonique alternée. En fait, les Grecs se sont rendus compte très rapidement que lorsqu'on ajoutait les inverses alternées, donc ici ça correspondrait à, donc vous remplacez k par 1, ça fait 1. Après vous remplacez k par 2, ça fait moins 1 demi. Donc vous faites 1, moins 1 demi, plus 1 tiers, moins 1 quart, plus 1 cinquième, moins 1 sixième. Quand vous faites donc la somme des inverses alternées, eh bien, cette somme, elle tend vers une valeur. C'est ce qu'on va démontrer dans cet exercice. Par contre, les Grecs s'étaient rendus compte aussi que quand vous faites par contre la somme des inverses, donc 1 plus 1 demi, plus 1 tiers, plus 1 quart, etc., etc., alors là, par contre, ça diverge. Ça, on l'avait déjà un petit peu démontré dans une cas très particulier, mais on va le redémontrer plus proprement dans le chapitre sur les séries. Donc l'idée ici est de démontrer donc, ce résultat historique de la convergence de la somme des inverses, la somme alternée des inverses.